Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Le maître regagna sa loge. Un autre niveau de rêve performatif, tout aussi imbriqué dans les premiers, vient de s'ouvrir. Ici, rêver est une université libre, en plus d'être un exutoire. Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau Délivrez-vous. Nous allons parler de la case vide. Cette émission sera aujourd'hui définitivement une case vide. Un jeune monsieur a commis ce texte sublime. Antoine Hubert, lui, disent-ils depuis quelques années. Antoine, le bonheur. Et merci de me communiquer ce bonheur infini, D'Angelo. Tu es dans la page 46, tu écris toi-même ton roman, et tu écris que rêver est une université libre, ici, en Haïti, en plus d'être un exutoire. Est-ce que le rêve est le lieu par excellence où l'Haïtien redessine sa vie, se projette dans l'avenir? Est-ce donc cela ton propos? Et je profite de l'occasion pour t'adresser un merci spécial de l'invitation. Et je salue également toutes les fidèles auditrices et tous les fidèles auditeurs de votre émission, très prisée. On les salue aussi, hein. Merci de suivre. Très prisée. Oui, je dirais que pour l'écrivain, l'ambition est d'abord très problématique dans la mesure où, quand on écrit, le jeu que l'on mobilise est censé être en nous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, j'ai un rapport avec l'écriture. La plupart de mes textes, je les commence généralement entre sommeil et réveil, c'est-à-dire une phrase qui vient, et puis à partir de ça, ça part et ça peut s'ouvrir sur un livre, sur un poème et toute autre chose. Mais entre sommeil et réveil, donc ce n'est pas dans le rêve. Est-ce que moi, personnellement. Est-ce que quelques idées viennent dans le rêve, non? Mais ce que j'appelle entre sommeil et réveil, c'est surtout ce que les scientifiques appellent peut-être le sommeil paradoxal. Ouais. C'est-à-dire, on dort, mais on ne dort pas tout à fait. Mais en Haïti aussi, nous avons, dans notre imaginaire collectif, un rapport très étroit avec le rêve, dans la mesure où, par exemple, ceux qui sont les vaudouisants pratiquants, ils sont formés en tant que vaudouisants, en tant que serviteurs dans leur rêve. Mais quand je dis que c'est un exutoire, c'est en même temps une autre vision, une vision scientifique, parce que le rêve aussi nous permet... C'est une façon de s'échapper de la dureté du réel? Je ne dirais pas de s'échapper, mais c'est une façon disons, d'évacuer un certain trop-plein. Ouais. Donc, pour moi, le rêve a cette double fonctionnalité en Haïti. On apprend dans notre imaginaire et en même temps, je ne dirais pas qu'on se redessine dans son rêve, mais on évacue de toute façon. Il y a un trop-plein, on évacue, on fait le vide en soi pour pouvoir recommencer. Alors là, j'ai souhaité, mais vraiment, expressément, commencer l'émission avec les accessoires pour en venir à l'essentiel, cette case vide, ce roman qui se déploie dans une intentionnalité de roman qui se cherche. On sent que ce roman est écrit, mais n'est pas encore écrit. On sent que le narrateur, il cherche le roman. Ben, moi, je demande d'abord aux téléspectateurs et téléspectatrices d'être très indulgents à mon égard, parce que c'est un texte très ambitieux et j'assume l'ambition du texte. Ambitieux dans la mesure où c'est un texte que moi, je caserais dans la catégorie d'écriture performative ou mise en abîme. C'est-à-dire c'est un texte qui,
en même temps qu'il se déploie, mais qui aussi donne et communique le procédé de narration, le procédé de production. Oui, ça c'est bien dit. Le texte laisse voir ses coutures. Justement, c'est un texte qui met le lecteur en contribution. C'est-à-dire, si je me mets en scène, je ne peux pas me mettre en scène si dans ma tête, je n'ai pas quelqu'un qui me regarde, je n'ai pas un spectateur. Et tu l'appelles ton lecteur, tu l'appelles ami lecteur. Ami lecteur, justement, c'est-à-dire il y a une double invitation qui est faite à l'intérieur du texte par rapport au lecteur. Non seulement le narrateur se met en scène, et c'est-à-dire il fait ce qu'il fait et il dit ce qu'il fait. D'où le texte qui n'est pas un texte écrit, mais il dit que ce n'est pas un texte qui est écrit parce qu'il est en train de rassembler tout un tas de matériaux pour pouvoir écrire le texte. Bon, là encore, je me rappelle une phrase qui est dit, pour que le texte soit réellement un texte non écrit, il faut qu'il soit bien organisé. Donc, c'est pour dire que c'est un texte extrêmement ambitieux. Ouais. Et là, ça permet de saisir un peu ton rapport, Antoine Hubert, lui, ton rapport d'auteur avec cet animal qui s'appelle lecteur. Est-ce que tu penses que le livre, comme entité, ne saurait exister sans le lecteur, que certains considèrent comme un accident de parcours dans la circulation du livre? Moi, je dirais qu'un livre, quel qu'il soit, d'abord, c'est un regard neuf projeté sur le monde. Mais qu'est-ce qu'un regard s'il n'y a... Là, je parlerai un peu à la Sartre. Et si mon texte est un texte, c'est parce qu'il y a d'autres pour le juger. Si personne ne juge mon texte, donc mon texte n'est pas texte. Pour moi, le texte, d'abord, c'est une prétention. Il devient livre dans la mesure où cette prétention rencontre d'autres prétentions, rencontre d'autres regards, d'autres critiques, qui va se l'assimiler ou qui va dire, bon, ça, je ne me retrouve pas dedans. De toute façon, le texte devient texte dans la mesure où il est lu. Un texte qui n'est pas lu, à mon avis, même si je sais que je peux choquer certaines personnes qui parlent d'écriture de la marge, des personnes qui c'est très à la mode maintenant. C'est la grande mode, ouais. Mais je ne sais pas, pour moi, c'est très intéressant. Et des gens qui se considèrent comme écrivains, mais qui ne publient pas. Mais Antoine, il faut aussi dire qu'il n'y a pas longtemps, en Haïti, tu as porté et tu portes toujours le chapeau de poète. Tu as commis des poèmes qui ont marqué beaucoup de lecteurs. Et là, tu es passé au roman. Est-ce que c'est parce que les possibilités de signification du poème ne te suffisent plus? Et moi, j'écris un poème qui déjà est un poème en prose. Et tu considères La Case vide comme un poème en prose, non? Non, je dis, c'est Sève d'Amante. Il y a Sève d'Amante, mon premier livre, qui est un chant. Et qui a eu un bon succès, ça il faut le dire. Certaines personnes le disent. A eu un bon succès. Oui, donc déjà, pour moi, je parle de rythme intérieur. Pour moi, écrire, c'est communiquer un rythme intérieur. Quand on est dans la poésie, ce n'est pas le même rythme. Et il y a un ensemble de choses aussi qui peuvent être dites dans un roman qui ne sont pas forcément dissibles à l'intérieur de la poésie. Pour moi, c'est deux registres différents qui permettent de dire, peut-être de communiquer le même message, mais à des degrés, à des niveaux différents. Et il y a tout un jeu aussi dans La Case vide entre la prose et la poésie, tout ça. Ouais. C'est-à-dire, pour moi, la poésie, et ça me permet de poser un problème qui est largement débattu de nos jours, est-ce que la poésie est un genre littéraire à part entière? C'est un débat qui fait rage. Un grand débat. Parce qu'on trouve la poésie partout, dans la musique, dans la peinture, etc. Donc, quand on dit que c'est poétique, c'est pour dire que c'est bien réussi, c'est bien travaillé. Donc, pour moi, passer de la poésie au roman, c'est passer d'un registre à un autre pour communiquer un message en franchissant des paliers différents. Alors, est-ce que tu es en train de dire à la jeune lectrice qui regarde maintenant Délivrez-vous qu'il y a des choses que le roman peut signifier, que le poème ne saurait signifier? Un peu comme pour dire, le poème a ses possibilités de diction qui diffèrent de celles du roman. Je suis d'accord sur la dernière formulation, mais là encore, je reviens. Et ce n'est pas qu'il y ait des choses que un poème ne peut pas dire. La notion de rythme intérieur, on revient là. Ouais. C'est une affaire de rythme et de registre. Et par exemple, je peux dire quelque chose. Moi, je pense que je suis l'homme d'un message, que ce soit dans Sève d'Amante, dans mes autres textes publiés sur ma page Facebook ou encore là. Et pour moi, mon message est d'abord existentialiste.
et versus matérialiste. Donc il est athée aussi? Versus matérialiste et dialectique. Non, je ne dirais pas que ce soit athée, mais je dirais que c'est agnostique. Donc, c'est le même message, mais à des registres différents. Et il y a des choses qui puissent être dites dans un poème, mais de manière tellement condensée que le lecteur ou la lectrice peut passer à côté. Mais dans le roman, on peut donner un luxe de détails pour dire une chose essentielle qu'on aurait pu dire en une phrase. Alors là, on va faire un peu de pédagogie pour les jeunes qui regardent l'émission. Quand Hubert dit qu'il est agnostique, cela sous-entend que par rapport à l'idée d'un arrière-monde qui serait à l'origine de ce monde, à l'idée d'un Dieu, Hubert ne sait pas. Tu ne te prononces pas. Tu dis, bon, voilà, je ne sais pas si Dieu existe. Je ne sais pas non plus si Dieu n'existe pas. Cette catégorie-là est appelée agnostique. Mais revenons-en à la case vide. Tu as un personnage qui s'appelle le maître, qui a un profil psychologique intéressant. J'ai senti sa grande culture du monde, sa capacité à planer sur les choses, sa capacité à vraiment développer de grandes intelligibilités. En même temps, on sent en lui un déficit de savoir universitaire. Mais on sent qu'il est cultivé. Est-ce que, de là ma question rapidement, est-ce que pour toi, il n'y a pas de rapport logique entre la diplomation universitaire et la culture? Là, je vous remercie de me faire découvrir ce palier-là. Je ne savais pas que le maître laissait comprendre qu'il a un déficit de savoir universitaire. Je ne sais pas. Mais je dirais plutôt que c'est parce que le texte La case vide revendique un double héritage. Il y a un héritage oral et le maître est d'emblée dans l'héritage oral, alors que celui qui est scribe ou narrateur est dans l'héritage scriptural. Donc, par rapport à l'héritage oral, le maître est quelqu'un qui connaît la vie de par ses expériences et... Passez-moi le mot déjà. De par ses il est dans l'empirisme. Dans l'empirisme, justement. Donc, lui, et il le dit, le narrateur le dit, lui, il ne discute pas à coup d'arguments, mais plutôt à coup d'anecdotes. Parce qu'il a beaucoup vécu, il a vu beaucoup de choses. Mais est-ce que c'est un déficit de savoir littéraire? Là, je ne sais pas parce que moi, je ne me suis jamais posé la question. Et c'est vous qui m'avez fait découvrir ça. Mais oui, je me rends compte. Mais tu peux me tutoyer. Hein. Non. Je me rends compte. Mais aussi dans ton roman, tu as un personnage qui a vraiment existé, qui était professeur à la faculté des sciences humaines. Et le fameux professeur qui a été assassiné le 12 janvier, qui avait dit que la terre allait trembler. Et la terre avait tremblé vraiment lors de son décès. Je ne sais pas s'il l'a dit, mais on a rapporté son discours. Et c'est aussi, là on parle de Jeanine Louis Juste. Pour moi, c'est un professeur auquel je rends hommage de manière posthume. Parce que quand il était à la faculté, on peut dire que moi et Anil, nous avions toujours été des ennemis idéologiques. Mais pourtant, dans le roman, on ne le sent pas. Dans le roman, je rends hommage à la dimension d'un homme. Je ne parle pas d'un professeur seulement, mais c'est à la dimension d'un homme. Et l'image de Jeanine participe aussi de la construction même de la case vide. Parce qu'un professeur à la faculté, moi étudiant à la faculté des sciences humaines, qui dit quelque chose de manière prophétique, et bon, on dit qu'il s'est réalisé. Maintenant, c'est toute l'interrogation même de la case vide. Est-ce qu'il faut faire intervenir l'au-delà dans l'explication du 12 janvier? Ouais. Et c'est toute la schématisation, et la case vide prend aussi diverses significations. Jeanine Louis Juste qui a prédit le tremblement de terre, ça s'est passé, c'est ce qu'on a rapporté. Mais la Cocteau a dit la superstition est l'art de se mettre d'accord avec les coïncidences. Avec les coïncidences, justement. Ça, c'est Maurice Sixto qui nous a passé ça. Justement, mais comment expliquer le tremblement de terre par rapport à un savoir qui n'est pas scientifique? En même temps, on sait comment on explique scientifiquement un tremblement de terre. Donc, ce passage-là qui rend hommage à la dimension de Jeanine participe même de la construction du texte. Si je m'en souviens bien, c'est dit clairement dans le texte que déjà, lui, il quittait l'espace-temps, mais déjà, il y a un mythe qui était en train de se former, de se constituer à partir de sa mort. Et toute la trame va suivre à partir de Jeanine. À partir de Jeanine. Mesdames et messieurs, la case vide est sur le plateau. Délivrez-vous le temps de votre première respiration.
Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Comme je te l'ai toujours expliqué, à partir du moment où l'on reconnaît officiellement un fou pour tel, il ne représente pas un danger. En revanche, le plus naturellement du monde, les fous doux peuvent se faire enseignants, professeurs, écrivains, poètes, médecins, papes, évangélistes, présidents, policiers, juges d'instruction ou de paix, juges à la cour de cassation. En un mot, les fous doux peuvent revêtir l'apparence de personnes très saines et gagner beaucoup de gens à leur cause de névrosés. Il y a donc les fous doux et les foufous. Tu établis la nuance dans la case vide. Est-ce que tu penses qu'en Haïti, nous sommes entourés de fous doux? Et là encore, ça me permet de revenir à Janil, parce que c'est une discussion pédagogique que j'ai eue avec Janil dans une salle de cours. Et il parlait de moun en créole. Et puis là, je lui ai fait une question pour lui dire, est-ce un fou en créole, c'était un peu problématique, si me permet de reprendre en créole. J'ai demandé au professeur, est-ce que yon fou, c'est yon moun? Et lui, il insistait parce qu'en créole, fou ne veut rien dire. En créole, pour que ça ait du sens, on dit moun fou. Or, moi, j'ai pris la précaution conceptuelle. Si je disais moun fou, mais ma question n'allait plus avoir de sens. Donc, j'ai pris la précaution pour lui demander est-ce qu'un fou, c'est une personne à part entière? Parce qu'il définissait les personnes comme étant capables de résoudre leurs problèmes. Donc, c'est de là que va partir cette différenciation aussi, et pour revenir un peu à Janil, entre les fous doux et les foufous. Bon, quand je dis foufou, c'est pour faire un jeu de mots. Ouais. Les fous doux, c'est des personnes... Il y a aussi beau fou dans le roman. Oui, beau fou, c'est qu'est-ce qu'un créateur? Sinon, un créateur qui rêve et tout ça. Ouais, mais donc, si tu veux, on va voir les trois là. Les fous doux, les foufous et les beaux fous. Bon, les beaux fous, c'est comme moi qui suis invité ici en tant qu'écrivain. Donc, je suis un beau fou parce que... T'asseoir en effet pour engendrer plus que 150 pages, voilà. C'est quand même... Il y a un peu de folie derrière. Quand on est créateur, on a des paliers existentiels qui ne sont pas forcément compris par tout le monde, même par les personnes qui font partie de notre quotidienneté. Moi, ce que j'appelle les foufous, ce sont les fous. Et comme on les voit à travers les rues, ou comme la médecine les classes comme étant des fous, ce que j'appelle maintenant les fous doux, ce sont les personnes qui sont fous, mais qui sont intégrées dans la société, qui ont un statut social. Ce n'est pas forcément parce que ces personnes-là sont réellement folles, mais c'est plutôt parce que ces personnes ont la capacité d'avoir une posture pour réaliser un but. C'est comme une sorte de théorie de stratégie d'acteur. Ils ont, si tu veux, des éclairs de raison. Non, les fous doux ne sont pas des fous. Ce sont des personnes qui sont dans la stratégie. Ah, donc ils comprennent très bien le fonctionnement des choses. Justement. Ils décident d'adopter des postures pour pouvoir arriver à leur fin. Et ces personnes-là ont tellement la capacité de convaincre qu'elles puissent drainer beaucoup de sympathisants, beaucoup de partisans et pour leur cause. Donc, arrivé au timon des affaires, on se rend compte que ces personnes-là nous ont bernés, nous ont trompés. Donc, les personnes que j'appelle les fous doux, ce ne sont pas des fous, ce sont des acteurs qui sont dans la stratégie. Alors, il faut quand même dire que dans ce roman, La case vide, avec le maître, tu as quand même une petite place pour le conte. Est-ce que tu dirais que le conte, c'est notre réelle façon en Haïti d'être en rapport avec le fait littéraire? Est-ce là le lieu de notre littérature? Et comme je l'ai dit au début, La case vide revendique un double héritage.
un héritage scriptural qui passe à travers le narrateur, qui est le lutin, et un héritage oral qui passe à travers le maître. Donc pour moi, bon, je vais dire quelque chose de très fort. C'est d'autant plus fort que c'est vrai. Toute ma conception de la vie, du monde, de l'homme, de la connaissance passe à travers les contes. C'est-à-dire, on a fait mon éducation. C'est comme, je dirais, pour parler un peu, on a set up my mind. Ça veut dire, on a formaté mon cerveau à partir des contes. Donc, c'est un rapport très étroit que j'entretiens avec mon enfance et c'est pour moi une zone, là je vais te passer le mot, une zone de bonheur dans ma vie. Ouais. Quand je parle de cette partie-là de ma vie, je ne tarie pas, je suis heureux. Parce que, et c'est pourquoi j'aime tant un livre sur lequel je suis sûr qu'on va revenir, Gouverneur de la Rosée. Ah oui, mais... Parce que ça participe de cette vision-là, comment les contes ont façonné ma personne dès la petite enfance jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est lié à toute la fantasmagorie qu'il y a dans les contes, ces êtres idylliques, mi-ange, mi-démon, mi-homme, ces petits garçons qui peuvent voler, et ces livres qui peuvent marcher? Là, j'aurais été presque un gars Victor à ce stade. Oui. Non, c'est pas forcément ça. Mais je dirais plutôt c'est la première forme de littérature avec laquelle j'ai fait connaissance, comme tu l'as dit, c'était les contes. Donc, j'ai appris à comprendre le monde à travers les contes. Et il y a pour moi 3 concepts qui sont mobilisés à travers les contes. Ah, intéressant de voir. C'est le logos, la femme, la vie. Et le double féminin de la femme qui est l'eau. Si tu essayes de schématiser les contes dans ta tête, tu verras, ou je ne sais pas, tu finiras par te rappeler qu'il y a cette schématisation. Celui qui conquiert la femme, l'eau, conquiert la vie, mais il ne peut y arriver qu'à travers le logos. Ouais. C'est-à-dire, pour moi, j'ai eu cet éveil-là, que je vais être un beau parleur, quelqu'un qui manipule le logos très bien, parce que je veux conquérir la vie, pardon, et cette conquête de la vie passe par la conquête de la femme. Donc, écrire de belles phrases, bien parler, tout ça, pour moi, tout ça part des contes. Mais en même temps, quand nous sommes dans les contes, nous sommes dans un rapport au monde de la puérilité, au monde enfantin. Nous autres parents, toi qui es déjà parent, nous avons la responsabilité de parler à nos enfants. Nos enfants vont nous poser des questions. Nous sommes à la page 41 et des questions seront posées. Après lui avoir dit une vérité sur mesure, qu'un enfant de son âge peut et doit entendre, et est à même de comprendre, elle a disposé, me déclarant avec un large et pur sourire de satisfaction, d'accord pas. Elle dit d'accord pas parce qu'elle a demandé comment tu as fait pour la placer, elle, dans le ventre de maman. Après, tu dis ne jamais mentir aux enfants dans de telles circonstances. Je l'avoue ferme. Mais comment parler, et ça je pose la question aux parents qui nous regardent, comment parler de sexe et de pénétration, d'éjaculation et de spermatozoïdes à sa fille de 4 ans? Oui, moi je te pose la question. Bon, là c'est une anecdote, ça s'est vraiment passé avec ma première fille, que je salue au passage, Anudraël. Ah, tu en as plusieurs de filles? Ouais, elle s'appelle comment? Anudraël. Anudraël, salut. Papa est à la télé. L'autre c'est Audrey. Audrey, salut aussi. Qui m'avait fait la question justement au Paradise, on a été là-bas et puis je lui ai demandé de commander. Elle a placé la commande. Et puis quand je reviens, elle m'a dit, elle m'a posé la question. Bon, j'étais vraiment comment je peux dire, déboussolé parce que j'avais tombé des nues, j'imagine. Justement, j'avais pas de réponse. Elle avait quel âge? L'âge dans 4 ans, voilà. Justement. Elle te dit comment tu as fait, papa, pour me mettre dans le ventre de maman. Dans le ventre de maman. Et là, je lui ai vraiment donné une réponse sur mesure. Et la raison pour laquelle je dis il ne faut jamais mentir. Mais quelle réponse tu as donnée? Ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu lui as dit? Bon, je lui ai expliqué un peu et au final, je lui ai dit ce sont des choses que font les grandes personnes. Mais quel a été ton parti pris lexical? Quel mot tu as utilisé? Je ne me rappelle pas exactement. Est-ce que tu as dit, par exemple, est-ce que tu as dit rapport sexuel?
Et non, je ne crois pas avoir utilisé ces mots-là. C'est vrai que textuellement, ça ne me revient pas. Ok. Mais je lui ai expliqué. Et puis, ce qui m'a fait comprendre que j'étais dans la vérité, c'est justement parce qu'elle avait les bras croisés, comme si elle me lançait un défi. Et après la réponse, elle a décroisé les bras et elle m'a dit d'accord. C'est comme, elle attendait que j'allais lui dire, c'est un oiseau qui t'a transporté, qui t'a déposé Ah ben, là. moi je vais te dire, hein, grande vérité, moi j'ai posé la question à ma grand-mère, j'étais sur ses cuisses, elle me racontait des contes tous les soirs, ma grand-mère m'a dit, pour faire des enfants, il faut presser son nez, et l'enfant sort dans l'autre nez. Moi j'avais 4 ans, mais je savais déjà comment ça fonctionnait la machine. Ben justement, ma fille, elle me lançait un défi avec ses bras croisés, c'était pour me dire, mais je vais... C'est comme si dans sa tête, elle me disait, je t'écoute, petit con. Allez, moi. Et quand je lui ai donné la réponse, et elle a disposé, et puis elle m'a dit d'accord. Donc elle avait senti que tu n'avais pas menti. J'avais pas menti. Sinon, tu continues dans la case vide, il y a toujours un contact, il y a toujours une relation, il y a de la communication dans ce roman, dans la langue. À un moment, quand je suis tombé je lisais le roman à côté de Jean-Billy Mon Désir, écrivain de son état qu'on salue au passage. À un moment, j'ai lu 10 fistons, moi je lis à haute voix tout le temps. Et quand j'ai lu 10 fistons, t'as pigé, il m'a dit non, il a vraiment écrit ça. J'ai dit oui, c'est un choix. Est-ce donc un choix vraiment ou est-ce une exigence liée au personnage? Qu'on est dans un roman, 10 fistons, t'as pigé. Non, comme je l'ai dit, il faut voir que, en même temps qu'il se passe des choses très sérieuses à l'intérieur du roman, mais c'est un roman aussi qui s'écrit à un niveau oral. C'est-à-dire, du point de vue oral, il y a cette communication-là entre communication de complicité, communication de familiarité entre le maître et fiston. Et bon, je dirais que c'est un choix qui procède même de l'intentionnalité du texte. Qui procède des ambitions mobilisées et assumées par le texte. Et on sent aussi, un peu à mon avis, volontairement que tu as placé ça, on sent aussi tes dettes intellectuelles et esthétiques. Tu dis Chalmas, dis-je, en pensant à Maurice Sixto. À un moment, tu cites Saint John Perse, qui dit « C'est déjà assez pour le poète d'être la mauvaise conscience de son temps ». Mais ça me permet encore de te faire cette question-là. Est-ce que tu te considères, toi, écrivain, comme étant la mauvaise conscience de ton temps? As-tu donc cette responsabilité-là? Je crois que le poète est dit de manière générique. Moi, personnellement, Antoine Huberlu, j'aurais bien aimé être la conscience de mon temps. Mais la mauvaise conscience en plus de ton temps. J'aurais bien aimé l'être, mais le poète est dit de manière générique. Ce n'est pas moi, individu, c'est le poète en tant que poète. Le poète, ouais, comme Et moi, j'aurais bien aimé assumer ce rôle avant de m'en aller, être la mauvaise conscience de mon temps. Déjà, on me dit que je suis un agitateur, un emmerdeur, mais pas en tant que poète, c'est en tant qu'individu. En tant que poète, j'aurais bien aimé assumer cette responsabilité. Mais il est vrai que ton côté provocateur, agitateur, il est vrai qu'on ne le sent pas beaucoup dans ce roman. Et il y a toujours un trou dans tous les romans, je trouve, alors dans beaucoup de romans, pas tous les romans. L'écrivain, le romancier, porte toujours son chapeau de donneur de leçons. Tu as toujours ce souci d'avoir des énoncés définitifs. Il n'y en a pas beaucoup dans ton roman, des énoncés comme ça définitifs. Est-ce aussi un choix? Est-ce que tu t'es dit, ce n'est pas la peine de chercher à diriger la vie de mon lecteur? Et les énoncés définitifs, de toute façon, tu en as quand même, hein, quelques-uns. On peut toujours prétendre ne pas en avoir, mais ces énoncés sont aussi dans la réception. Parce que on ne sait pas, on peut dire des choses de manière non pas dirigiste, et puis au final, il y a des récupérations qui sont faites. Mais comme je l'ai dit, le lecteur, il fait partie. Le lecteur n'est pas un lecteur seulement dans la case vide, il est aussi un personnage. Donc, il participe même du procès de production de la case vide. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est en dehors du texte. Et si le texte n'est pas écrit, le texte ne saurait rien dire de manière définitive. Puisque c'est un texte qui est... Bon, c'est même pas un texte, on est en train de rassembler des matériaux. Si le texte n'est pas écrit, donc il ne peut pas dire quoi que ce soit de définitif, surtout à quelqu'un qui participe même du procès de production du texte. Et on parlait tout à l'heure, mais vraiment en liminaire à l'émission, que dans la case vide, tu as décidé, mais vraiment, hein, expressément, de laisser voir les coutures du roman. À la page 41, tu dis « Ami lecteur, le maître m'a toujours dit qu'écrire est une corporation dont tu es sociétaire à part entière. L'écriture est une longue chaîne, fiston.
à chacun d'y mettre du sien. Voilà justement en quoi consiste la théorie du puzzle, pour ainsi dire, l'esthétique de la case vide. Donc tu dis, voici comment ce roman que tu lis, lecteur, est construit. Mais j'ai une question. Est-ce que c'est parce que tu ne fais pas confiance à ton lecteur? Tu as peur Non, c'est pas qu'il parce que rate le virage de au contraire, l'esthétique? c'est tout le contraire. C'est parce que je fais trop confiance au lecteur qui est un sociétaire à part entière. C'est-à-dire, on écrit le roman ensemble et maintenant, je ne fais que communiquer la manière de procéder. Et là, je dirais que peut-être c'est un énoncé définitif, contrairement à ce que tu as dit. Je dis au lecteur, qui te donne un peu raison, voilà comment tu dois lire la case vide. Mais en même temps, le lecteur auquel on dit ça, c'est un lecteur auquel on dit, voilà comment on va procéder pour s'y prendre. Parce que la case vide, c'est un défi. On s'est lancé un défi ensemble. Ouais. Et il va falloir relever ce défi ensemble. Donc c'est un roman poignée de main. Tu prends ton lecteur par la main et tu lui dis, écoute, écrivons ce texte ensemble. Et justement, et pour pouvoir écrire le texte, on établit tout un plan, on se communique les mécanismes. On passe de le maître à moi, de moi au lecteur, et on communique les mécanismes pour pouvoir réussir ce texte ensemble. Mais dans le fait de réussir, de l'écrire ce texte ensemble, n'y a-t-il pas là, dans le principe, quelque peu un artifice de langage, dans le sens où celui qui a saigné, c'est toi, Hubert? C'est toi. Mais l'écriture performative permet ça. L'écriture performative, c'est justement une écriture qui dit ce qu'elle fait et qui fait en même temps ce qu'elle dit. Et le livre n'est livre que dans la mesure où ce livre-là, c'est un projet d'écriture. Ce n'est pas encore un livre, c'est un projet. Donc tous les théoriciens du nouveau roman gouvernent un peu ta vie, ils sont dans ton petit panthéon. Je ne dirais pas tous les romanciers, mais pour le nouveau roman, ouais. Ouais, peut-être le nouveau roman, j'ai lu des trucs que je ne comprends toujours pas, mais un peu oui, pas tous. Et un autre parti pris dans ce roman, Antoine, il n'y a pas vraiment, au sens classique du roman, une ligne directrice. On sent que ça part dans tous les sens. Tu l'as dit, c'est vraiment une performance. Oui. Est-ce que ce livre a un lecteur type? Ce livre a le lecteur type, c'est pour moi celui qui ne se laissera pas décourager. Il est dit au commencement, est-ce que tous auront la capacité de nous suivre jusqu'au bout? Mais ça aussi, ça participe même de la construction du texte. Si c'est un puzzle, ça ne saurait être linéaire parce qu'un jeu de patience, ça déplace les cases, ça déplace les pions. Et justement, c'est l'un des sens de la case vide. C'est dans un jeu de patience, dans un puzzle, on va essayer de reconstituer l'énigme et pour pouvoir y arriver, il faut déplacer les cases. Mais c'est possible seulement s'il y a une case vide qui permet de déplacer les cases dans les différentes positions pour arriver à constituer. Est-ce que dans la même veine qu'Umberto Eco, tu serais prêt à soutenir qu'il y aurait, en général, des types de lecteurs qu'on appellera des lecteurs compétents? Crois-tu en cela? Moi, je crois que tous les lecteurs sont compétents à un niveau ou à un autre. Parce que quand on entre dans un livre, on y entre avec tout notre bagage, tout notre parcours, toute notre socialisation, tous nos savoirs. Donc pour moi, à des niveaux différents, pour moi, les lecteurs sont toujours compétents. Il y en a qui puissent ne pas saisir tel palier et qui en saisissent d'autres. Ça me rappelle une question que j'ai faite à Daniela Ferrier concernant l'énigme du retour. Pour moi, c'est un très beau titre. Et on était à la bibliothèque Étoile Filante à Fontamara. Je salue au passage mes amis Bonnel et autres, Chenal, tous les tenants. Et puis, j'ai demandé à Daniela Ferrier, c'est à peu près la même chose que je viens de reproduire avec la case vide, qui était déjà en construction. Et c'est peut-être parce que je construisais quelque chose d'à peu près pareil qui m'avait permis de saisir ce palier-là. Je lui ai dit, tu m'as invité, tu as réuni des matériaux, tu me dis que tu vas écrire un roman et au final, tu n'as rien écrit. Il a pris un temps de réflexion et il a dit... Bon, pour terminer, il m'a dit que tu as cette lecture parce que toi, tu lis au premier degré. Et au final, quand le roman dit qu'il n'est pas écrit, qu'il n'est pas fini, c'est sa meilleure façon d'être fini. Antoine, tu vas réagir après. Mesdames et messieurs, il faut absolument qu'on vous laisse respirer. Je vous rappelle que nous recevons sur ce plateau Antoine Hubert, lui, écrivain, poète, romancier de son état. Le temps de votre deuxième respiration à cette émission.
Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Qu'il te soit dit d'emblée, amis lecteurs, le maître est un prestidigitateur. Les mots sont ses accessoires de scène. Et aimait-il à nous faire causette, nous servir de merveilleuses figures de poète oral entre une tonnelle à l'indienne et une case aux lois ou mystère. Note-le une fois pour toutes, m'a dit le maître. La case vide renvoie, par ailleurs, à tous les espaces sociaux vides, ces lieux pourris où les gens expérimentent quotidiennement ce que moi, le maître, j'appelle, pour avoir toujours vécu en marge de toute action programmatique, l'autodétermination collective immanente. Quant à toi, ami lutin, de grâce et d'amour, ne sois surtout pas comme tous ceux qui prennent leur paresse d'esprit pour une superbe vertu littéraire. Patiemment, ouvrage toujours. Toi, tu es un créateur, fiston, pas qu'un écrivain. Artiste, artistement, construis l'œuvre, phrase après phrase. La case vide, par exemple, ce n'est pas une marche, mais une danse, une valse à 1000 temps. Ouais, là ça me fait penser à la chanson là, une valse à 1000 temps. Ça c'est Ferry, non? Je crois que c'est Brel. Ouais, c'est Brel. Mais j'ai beaucoup aimé ce passage que tu as lu. Tu as quand même une opposition, on ne sait pas si c'est superficiel ou si c'est encore un artifice de langage de ta part, parce que les écrivains peuvent piéger les lecteurs. Tu opposes quand même subrepticement créateur et romancier. Bon, le truc, c'est que moi, j'ai une perception globale de la créativité. Pour moi, la créativité n'est pas dans la répétition. Pour moi, chaque livre est un projet en soi que l'on doit conduire, même si à l'intérieur de chaque livre, il y a un peu de moi écrivain. Mais chaque livre doit être un projet à part entière. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles je passe après mon premier livre de poésie à un roman, parce que ça me permet de respirer en tant que poète pour faire autre chose. Et peut-être quand je reviendrai à la poésie, je ferai autre chose que le premier livre. Donc c'est dans ce sens-là, pour moi, je ne comprends pas qu'un écrivain puisse être une pondeuse, entre guillemets, là encore c'est de la provocation. Pour moi, il faut prendre son temps pour construire un texte, et chaque texte doit être de manière séparée un texte et qui n'est pas dans la répétition. Bon, c'est pour cette raison que pour moi, je dis c'est un créateur, c'est-à-dire c'est un écrivain qui est conscient de lui écrivain. Non, pas de lui écrivain ou écrivain. Alors, de lui écrivain. Justement, qui est conscient de lui, et c'est pourquoi dans la case vide, les mécanismes et le procédé de production est livré. Parce que celui qui travaille, il sait ce qu'il fait, il sait d'où il part et où il va. Donc c'est un peu ça, ce n'est pas quelqu'un qui écrit juste pour écrire, mais c'est quelqu'un qui écrit parce qu'en même temps, il est en train de réfléchir sur son travail. Alors en même temps, il y a aussi un regard sur cette dame qui s'appelle la phrase. La phrase comme accessoire de scène. Mais le mot accessoire que tu emploies là, est-ce que c'est parce que pour toi, l'essentiel, c'est le mot et non la phrase? Non, c'est pas et par rapport à ça, c'est justement pour faire allusion à un effet de théâtre qu'il y a dans la case vide. Parce que le maître qui écrit le roman à l'oral, il se met en face d'une grande glace, il joue les personnages. Et au fur et à mesure qu'il joue le personnage et déploie le livre, le lutin est en train d'écrire. Donc, il retranscrit. C'est-à-dire, le maître se met en scène pour lui-même en face d'une grande glace. Et c'est au fur et à mesure qu'il déploie ces jeux scéniques que le narrateur, lui, retranscrit
les différents gestes, les jeux, les personnages. Ça, c'est important de le dire vraiment parce que le maître a quand même chez lui, mais vraiment cette grande glace, performative carrément, où il joue des personnages. À un moment, il se prend même pour le président de la République. Et l'ami Lutin. Et il s'étonne d'être le président, et quand il s'étonne, il s'est étonné. Après, il dit, mais puisque c'est moi qu'on a choisi comme président, je suis président. Donc là, tu avais dit qu'il n'y a pas ce côté provocateur, justement, ça permet de voir qu'il y en a. Le maître s'étonne d'être président, après il se reprend, il se dit, mais c'est moi qu'on a choisi, je suis président. Alors on va placer cette allégorie-là dans le concret, dans la réalité. Nos amis téléspectatrices, téléspectateurs vont adorer. Est-ce que tu penses que nous avons en nous, ou bien dans nos vies, même si cette glace-là n'est pas extérieure à nous, est-ce que nous avons en nous, dans nos chambres intérieures, une glace qui nous permet de nous regarder et qui nous permet de développer sur nous des idées qui ne correspondent pas forcément à la réalité? Est-ce que nous avons tous une glace performative intérieure? Moi, je reprends ça dans mon prochain roman. Ce que j'appelle cette glace performative, c'est surtout cette capacité dont chacun dispose de pouvoir passer du temps avec lui-même. C'est-à-dire, moi, d'autre part, de paresse, moi, je fais dans ma tête une certaine apologie de la paresse. C'est-à-dire, ça me permet d'être en contact. Une apologie de la paresse. Un peu le doigt à la paresse de Paul Lafargue, mais quel texte que j'adore. Justement, puisqu'il faut pouvoir passer du temps avec soi-même, apprendre à se connaître, apprendre à rire de soi-même, à se poser des questions. Et à ne pas trop se prendre au sérieux, peut-être. À ne pas du tout se prendre au sérieux, parce que là, on inscrit son existence dans une logique de dépassement perpétuel. Et ça permet de calmer nos égos aussi. Hein. Justement. Et l'autodérision est très présente aussi dans l'imaginaire populaire haïtien, à travers, par exemple, les guédés, etc. et autres. Donc, l'autodérision permet aussi de dramatiser des fois, et ça nous... Comme je l'avais dit au début, ça nous permet aussi de faire le vide. Donc, pour moi, quelqu'un qui n'apprend pas et qui ne passe jamais du temps avec soi-même, c'est quelqu'un qui, pour moi, conduit un trop-plein. Donc, tu fais un petit appel, même pas un appel, l'éloge de la solitude intérieure. Tu invites les gens qui regardent l'émission à se découvrir eux-mêmes, à connaître leur potentialité, à rester avec eux-mêmes et ne pas avoir peur d'être avec eux-mêmes, seuls. Et je résume tout ça dans une phrase que j'ai déjà formulée. Il faut apprendre à passer du temps avec soi-même, et du temps de qualité. Pour moi, c'est fondamental, c'est primordial. Toi, qui parles toujours de bonheur, qu'est-ce que le bonheur si on n'apprend pas à s'aimer, on apprend... Parce que c'est de son lieu existentiel qu'on puisse partir vers l'autre. C'est être en paix avec soi-même. Avec soi-même, en harmonie. Étant en harmonie et en paix avec soi-même, il est facile, toi par exemple qui es si extraverti, si joyeux, etc. Donc c'est parce que tu t'assumes comme personne. Mais si tu ne passes pas beaucoup de temps avec toi-même, ton regard sur toi peut être le regard de l'autre. Mais quelle est la meilleure façon de passer du temps avec soi-même, Antoine Hubert, lui? Chacun à sa façon. Toi, c'est peut-être le livre ou la femme, je ne sais pas. La femme ne connaît pas, je suis vierge. Je tiens à préciser que je suis un homme vierge. Peut-être, je ne sais pas. Et chacun, peut-être quelqu'un d'autre, c'est de la musique. Chacun à sa façon. Mais il faut apprendre quand même à se questionner, à s'écouter, à être à l'aise en harmonie avec soi-même. Moi, j'ai envie de parler là de la solitude et heureuse. Une espèce de solitude heureuse, où l'on se complaît, où l'on développe des idées sur soi-même, sans se surprendre au sérieux. Et ça nous permet de mieux développer des rapports avec l'altérité. Avec l'autre, oui, justement. Pour être dans l'altérité, et voilà un mot que j'adore, c'est-à-dire moi, ça me permet encore de revenir à Sartre, je suis moi parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui me regarde. Et il faut que j'apprenne à me défaire du regard de l'autre pour ressurgir à neuf. Et c'est parce que je peux ressurgir à chaque fois à neuf que je puisse établir des contacts de qualité avec l'autre. Donc pour moi, c'est fondamental. Et cette glace intérieure, c'est justement cette capacité à regarder à l'intérieur de soi, à se questionner, à se dépasser. Alors, je ferme les yeux et me recueille, aspirant facétieusement à cet affranchissement général.
Je consacre allègrement mon résiduel souffle de vie à humer ma propre mort à plein poumon. Moi, j'ai adoré déjà la musique de cette phrase parce que moi, je suis un lecteur qui cherche une musique. Quand je n'ai pas la petite musique de Céline, je laisse tomber le livre. Et c'est pour cette raison qu'Antoine, je t'ai invité, j'estime que la musique est là. Et aussi, j'invite toujours les téléspectateurs à ne pas se dire qu'ils n'aiment pas lire. Tout le monde aime lire. Il faut trouver le livre qui puisse correspondre à ton rythme intérieur, à tes appétits esthétiques et intellectuels. Mais là, une vision de la mort est développée. Est-ce que tu te considères comme un immortel? Moi, Antoine Hubert, lui, non, mais dans ma prétention d'écrivain, oui. Mais là aussi, il faut revenir à le maître, parce que le maître est mort, et c'est dans sa mort qu'il est revenu parler dans un rêve. Et le maître a fait un rêve. Ouais, c'est un zombie en cavale, le maître. Justement. Donc, c'est-à-dire, le petit, lui, qui est confronté à diverses vicissitudes de la vie, les problèmes existentiels, tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui est constamment confronté à la mort. Et parce qu'il est confronté à la mort, bon, il est en plein dans sa mort, mais c'est comme dit déjà Alain Ekebon, c'est jouer le mort pour dévier la mort. Donc, il hume sa mort parce que lui, ça ne fait plus peur, la mort. Non pas seulement parce qu'il côtoie, mais parce que aussi il y a peut-être une réflexion sur la mort, comme je l'ai dit. C'est peut-être un peu moi, je suis agnostique. Donc, Épicure a dit, et là, c'est une phrase qui m'a fasciné, quand je suis là, la mort n'est pas là. Et quand la mort est là, je ne suis pas. Ouais, donc, du coup, nous sommes forcément quelque peu immortels parce que nous ne pouvons pas développer une conscience de nous mourant. On ne peut pas dire « je me meurs ». On peut dire « je me meurs », mais seulement du point de vue… Par artifice de langage. Oui, par artifice de langage. Mais là aussi, ça participe même de la construction de la case qui est une mise en abîme. C'est la mort, il n'y a pas… C'est l'expression ou bien la négation la plus absolue de l'existence. Bon, au risque que ça paraisse trivial, Antoine Hubert, lui, on va faire mais directement du marketing littéraire. J'ai 20 ans, je suis une jeune fille. Donne-moi 2 raisons pour que je lise ton roman. Est-ce que je vais avoir 2 raisons? Peut-être que je pourrais résumer les 2 raisons en une seule. Oui, vas-y. Ah ben, pour moi, lire, c'est s'étonner. Et il faut aller voir ce qu'il y a d'étonnement dans ce livre. Ouais, parce que déjà, ce livre est une case vide avec un personnage, le maître, qui plane. Il y a d'autres personnages, mais on sent qu'ils n'ont pas la dimension de le maître. Est-ce que c'est parce que dans ton tempérament d'écrivain, tu ne peux vouer de fidélité qu'à un seul personnage? Est-ce que tu es un être fidèle comme auteur? Moi, je dirais que le maître est un personnage double. Double en tant que le maître et en tant que le lutin qui est le narrateur. Parce que le maître écrit le roman à l'oral et le lutin écrit et retranscrit. Donc, c'est-à-dire c'est le même personnage qui se dédouble. Ouais. Et c'est un personnage qui a une vie mondaine, par exemple. Il va dans des cafés, dans des bordels, dans les rues, dans les toilettes. Donc, il y a d'autres personnages qui traversent. Ouais. Mais c'est lui qui reste, au fait. Qui reste parce que avec le maître, un peu, justement, sa possibilité de dédoublement. Et Pessoa aurait parlé d'hétéronyme. Et parce que le maître aussi, c'est une possibilité de voyager à travers le temps, l'enfance, le moment présent, voir comment l'enfance nourrit le présent et comment le présent éclaire l'enfance. Ouais. Donc, le maître permet aussi ce voyage. Donc, c'est peut-être toute la dimension de la glace, c'est être face à soi-même. Se regarder maintenant, voyager à travers le temps. J'étais, moi, enfant, et de l'enfance, des trucs que je n'avais pas compris et que je commence à comprendre. Mais quand je les comprends, je me rends compte que c'était déjà là quelque part. Donc, c'est aussi ça, le maître, qui permet… Absolument. Le dédoublement permet de voyager. La case vide d'Antoine Hubert, lui, que nous vous recommandons avec appétit, mais vraiment, il est passé sur le plateau du bonheur pour vous proposer cette case vide chargée de bonheur. N'hésitez pas à consommer ce roman sans modération. Sinon, Antoine a aussi des recommandations de lecture, des conseils de lecture à côté de la case vide. Pour un jeune garçon qui a 22 ans, qui n'a lu aucun livre haïtien de sa vie, qu'est-ce que tu lui proposes pour te taquiner? Sans réfléchir, je lui dirais de commencer par Gouverneur de la Rosée. Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain. De Jacques Roumain. Pour moi, comme je l'ai dit, il y a un triplet à l'intérieur de ce livre
qui participe même de l'imaginaire haïtien. Ça, je reviens au début de l'émission, où il y a l'eau, la femme, le logos. Manuel qui revient de Cuba et qui va mobiliser la communauté à la recherche de l'eau. Et à partir du moment où il va trouver l'eau, il va conquérir Anaïs, toujours par la force, par sa capacité d'expression, à mobiliser ses parents, ses voisins, etc. Et il y a un passage dans le roman qui, pour moi, cristallise tout cet imaginaire-là. Là où Manuel a découvert l'eau, il a fait l'amour avec Anaïs et il l'a engossée. C'est l'eau qui va sortir de terre pour aller jaillir jusqu'au village et permettre à la terre de donner, c'est-à-dire de donner à manger. Et il y a aussi cette, cette fécondation mâle-femelle entre Anaïs et Emmanuel, qui, comme je l'ai dit, est le double féminin de l'eau. Et tout ça s'est fait à travers Emmanuel, qui représente un peu la terre. Mais ta façon de présenter Gouverneur de la Rosée vient tout de suite de me suggérer un éclairage sur la chose. Si Manuel est arrivé à séduire Anaïs, c'est parce qu'il a pu mettre quelque chose sur la table, du logos, comme tu le dis. Donc, dans l'acte d'amour, on aime l'autre qu'à partir de ce qu'il peut mettre sur la table. Le garçon a trouvé l'eau, le garçon sait parler, il revient de Cuba, il est fort, il est grand, il envoie. Donc, du coup, l'acte d'amour, c'est toujours un acte qui vient de ce que l'autre envoie. Ben justement, l'acte d'amour, c'est toujours... L'autre doit mettre quelque chose sur la table pour qu'on l'aime. Il faut toujours qu'il y ait un effet d'attraction, de magnétisme même, sinon il ne saurait avoir d'amour. Donc du coup, l'acte d'amour est toujours intéressé, l'autre est toujours porté par ce que nous proposons. Intéressé, je ne suis pas. Soit le physique, soit l'intelligence, soit l'argent. Intéressé, je ne sais pas, mais je dirais tout simplement que l'acte d'amour est toujours motivé. On peut ne pas être conscient de la motivation. Elle peut être sexuelle, etc., esthétique et autres. Mais c'est toujours motivé. S'il n'y a rien qui m'attire, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Et j'allais dire autre chose aussi, et non pas autre chose, pour compléter le passage de Manuel, comme je l'ai dit, il a conquis la femme, il a conquis l'eau, il a conquis la vie, parce que l'eau va ramener la vie au village qui dépérissait à cause de la sécheresse. Donc du coup, sa mort ne veut rien dire, au fait. La mort de Manuel, ça ne veut rien dire. Et la mort de Manuel veut, au contraire, beaucoup dire, parce que pour moi, les grands hommes qui ont marqué l'humanité, la plupart meurent toujours de manière tragique. Les grands hommes qui ont marqué l'humanité, la plupart meurent toujours de manière tragique. Antoine Hubert, lui, qui vous recommande de lire Gouverneur de la Rosée. Et moi, je vous recommande, mais vraiment, non seulement Gouverneur de la Rosée, mais tous les livres qui vous tombent sur la main. Mais là, La case vide d'Antoine Hubert, lui. Antoine, merci d'être passé sur le plateau. Merci d'Angelo. Merci d'avoir joué dans le Gadon Bonheur. Je pense que je vais être une star à partir de cette émission. Merci encore et merci aux téléspectateurs et téléspectatrices. Voilà, mais merci mais vraiment à tout ce public qui nous regarde, à tous les téléspectateurs, à toutes les téléspectatrices. Vous êtes de plus en plus nombreux à manifester un intérêt réel pour cette émission, autour du livre, pour le livre et par le livre. Et ça nous fait plaisir ici à Caraïbes. Et toute l'équipe technique qui est derrière, Fekier, Emmanuel, Émilie pour le maquillage, Alphonse pour la réalisation, Guy Thomas, Greg Boule pour le son et pour des photos qu'il fait, qu'il ne me donne pas. Je dis ça sur le plateau, Greg Boule, je veux avoir les photos. C'est toute une équipe qui vous permet d'avoir cette émission. Je salue les filles d'Antoine, rappelle-moi leur prénom. Anne Hydraël et Audrey. On salue ces deux jeunes filles. Et leur maman aussi. Et leur maman, madame. Bisous, madame. Le Gadon Bonheur, c'est pour tout le monde. Restez toujours dans cette énergie. Votre intelligence est un feu qu'il faut toujours charbonner. Dans le monde, à part le Gadon Bonheur, il doit y avoir deux êtres, des livres et vous.